Agricourt, donc, comme je disais, c'est une association donc avec une gouvernance collective et collégiale, partagée entre producteurs et consommateurs, essentiellement du Val-de-Drôme, mais pas que. On a des gens du nord et du sud de la Drôme, et même d'Ardèche, pour tout vous dire, jusque-là. Et donc c'est une association qui a une petite dizaine d'années et qui a évolué au cours des années et qui s'est spécialisée aujourd'hui dans la distribution de produits biolocaux et locaux. On en reparlera, mais c'est majoritairement quand même bio-local, vers la restauration collective, mais aussi vers les particuliers, les magasins spécialisés. Voilà, pour l'instant c'est ça notre métier aujourd'hui. J'étais pas présent à la naissance du projet, par contre j'ai entendu dire que c'était des parents d'élèves et des producteurs qui autour d'une école en fait se sont mobilisés pour que les enfants de cette école mangent mieux et que les producteurs locaux autour de ce village puissent avoir accès à un marché différent qui est donc celui de la cantine. Et donc au fur et à mesure, ça fait une cantine, puis plusieurs cantines, et puis au fur et à mesure la demande, on a vu que c'était possible, donc ça a déménagé plusieurs fois. Et aujourd'hui, voilà, on est sur la commune de Heure, on est 5 salariés. Peut-être que tu me poseras la question à ce moment-là. Mais on est en capacité aujourd'hui, en tout cas, de livrer la restauration collective et d'autres professionnels et particuliers sur la Drôme et l'Ardèche. Voilà, donc le projet a grandi, a mûri et s'est professionnalisé. Le rôle que joue Agricourt par rapport à d'autres acteurs, parce qu'en fait Agricourt fait un métier qui existe déjà, c'est-à-dire de faire le lien effectivement entre producteurs. On est distributeur entre guillemets, on est distributeur. Ce qu'on rentre dans notre démarche supplémentaire, le diable est dans le détail en fait. Donc concernant ces détails, il y a le travail qu'on peut faire avec les producteurs sur la construction du prix, c'est-à-dire que les producteurs participent à cette construction du prix, donc pour leur rémunération derrière. Au volume, on essaie de planifier avec eux les volumes précisément. Donc ce que font d'autres acteurs, mais disons qu'on essaye de vraiment mettre l'accent sur la participation des producteurs, enfin en tout cas ils ont un mot à dire, c'est-à-dire que très sincèrement c'est eux qui fixent les prix quoi. Donc nous on leur fait un retour sur la réalité des marchés entre guillemets, et on se tape dans la main à la fin, mais il nous arrive de dire bon bah on va quand même maintenir un prix haut, et puis si on en vendra moins c'est pas grave quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à forcément aller chercher le prix bas et on ne met pas les producteurs en concurrence, ça c'est sûr. Donc ça c'est le premier point. Ensuite sur la gouvernance du projet, on essaye de la rendre plus collective en partageant consommateurs et producteurs. Ce qui est à mon sens un levier important pour rendre les projets autour de l'alimentation plus durables. Que ce ne soit pas que le consommateur ou que le producteur, on est quand même un endroit de rencontre important pour la construction du projet. Donc sur la gouvernance, Agricourt aussi prouve qu'on n'est pas obligé d'être à but lucratif pour être professionnel et gérer un modèle économique. Donc je pense qu'on n'est pas les seuls à faire, mais voilà, on fait partie de ça. Sur la gestion de la logistique, on a essayé de retourner la logistique pour avoir beaucoup moins de déchets. Donc comme j'expliquais, on essaie de commander uniquement ce qu'on a déjà vendu. Donc ça permet d'avoir vraiment beaucoup moins de déchets, et on essaye d'intégrer ces déchets à un compost pour qu'en gros la boucle soit bouclée et que le compost soit réutilisé dans les jardins derrière. On distribue les acheteurs, quelques-uns sont adhérents à Agricourt, quelques-uns sont même au CA d'Agricourt. Donc ça en tout cas on invite tout le monde à rentrer dans la gouvernance du projet. Donc une fois de plus, ça je pense que ça rend clairement durable la chose, et possible, parce que voilà, ça nous évite d'être extrémistes à certains endroits aussi. Voilà. Et après au niveau de la vie salariale, c'est important aussi, parce que beaucoup de projets mènent des gros combats mais oublient en fait les conditions salariales de leurs salariés justement, ce qui n'est pas du tout le cas à Agricourt, où les salaires sont comparables à d'autres, aux métiers en tout cas dans la branche. On a des conditions de travail qui sont, à mon sens, idéales. Bon, je suis le directeur, donc c'est facile de le dire, mais il faudra interroger les autres salariés. Mais en tout cas, voilà, je crois qu'on a une certaine écoute, mais ça, on n'est pas obligé d'être Agricourt pour le faire. Il y a des gens il y a beaucoup de gens qui le font. Et c'est très bien de le faire. Donc pour rendre durable le projet, en tout cas, il faut que les salariés soient bien. C'est juste ça que je veux dire. Et qu'on peut faire tout ce qu'on veut, être le plus beau projet du monde, si les gens ne sont pas rémunérés ou n'ont pas de reconnaissance, ça finit par craquer.
Alors, si c'est accessible à tous, accessible, ça veut dire physiquement, ça veut dire est-ce qu'on a accès déjà physiquement aux produits. Donc aujourd'hui, bon, je ne connais pas tout le territoire, mais pour avoir du bio local, il faut avoir accès à, faut avoir souvent le permis dans le coin, parce qu'il y a les magasins de producteurs, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, déjà. En ville, il y a des magasins qui se montent. Après, c'est sûr qu'il y a des gros trous dans la raquette, en tout cas en termes de magasins de producteurs, enfin, en termes d'accès déjà physiquement, même si on a les moyens, si on n'a pas de permis, si on n'a pas le temps aussi, parce que mine de rien, ça peut prendre un peu plus de temps, parce que dans le magasin de producteurs, il n'y a pas de papier toilette, il n'y a pas de savon, enfin c'est peut y avoir du savon, mais voilà, il manque des produits, on est obligé d'aller dans un autre magasin quand même, donc il y a un temps supplémentaire. Après, je pense que ça s'améliore beaucoup quand même à cet endroit-là, donc ça c'est plutôt positif. Après, sur les moyens financiers, en fait, tout dépend de quoi on parle. C'est-à-dire que, bon là, moi, je ne suis pas un expert dans la question, mais il est sûr que si on a le temps et les compétences et l'envie de cuisiner, la possibilité de cuisiner chez soi, on a beaucoup, financièrement, je pense que la question se pose beaucoup moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut... Je crois quand on regarde les achats en grande surface ou autre, hein, mais le budget alloué à l'alimentation est déjà beaucoup réduit. Ça veut dire qu'on stimule les gens sur des achats qui ne sont pas alimentaires et donc du coup qui coûtent en plus très cher. Donc déjà c'est le premier point. Et puis en plus de ça, sur l'alimentaire, beaucoup de gens s'orientent vers des plats préparés ou des choses très salées, très sucrées, en tout cas de l'alimentation transformée et qui en fait coûtent plus cher. Donc c'est sûr que si on demande à quelqu'un qui a l'habitude d'acheter des aliments transformés, industrialisés, de passer en bio local, donc de trouver les mêmes produits en bio local, là c'est sûr que le budget ne tiendra jamais. Jamais, jamais, jamais. Mais même pour quelqu'un qui a vraiment les moyens, quoi. Enfin, qui a les moyens tout court, quoi. C'est sûr que ça se traduit par, dans ces cas-là, un changement d'alimentation, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut recuisiner et peut-être consommer moins de viande, mieux de la viande, aller vers les protéines végétales. Mais là, on est sur un autre débat, mais en tout cas, je pense effectivement qu'il y a un gros travail de sensibilisation à faire, au-delà du travail sur le prix. Parce que nous, effectivement, on peut nous classer, on peut vendre cher, entre guillemets, enfin on est au prix des magasins de producteurs, voire un peu moins pour les professionnels, bien sûr. Mais à un moment, les choses ont un prix. Ça veut dire que peut-être qu'on a menti aux gens en disant qu'une tomate, ça coûtait 1 € du kilo, et c'est pas le prix. Il faut que le producteur soit rémunéré, et que, parce qu'en fait, indirectement, bon là je parle beaucoup, pardon, mais indirectement en fait quand on achète une tomate à 1 €, quand on achète un hamburger, etc., on l'achète 5 €, sauf qu'en fait le coût indirect, le coût pour la société, il est largement supérieur, entre les déchets que ça génère, entre la malnutrition, les problèmes de santé, donc la sécu, enfin, etc. Tout ça, c'est en fait l'hamburger il ne coûte pas 5 €, il en coûte 4 fois plus à la société. Donc si on mettait tout dedans dans le pot, en fait je pense que le bio local est moins cher. En rendant accessible les produits locaux et biolocaux à des structures du médico-social, restauration collective en général, le bio local, je pense qu'indirectement, oui, on participe au changement du système alimentaire, ça c'est sûr. Et au terme de précarité, en fait, moi j'ai appris en travaillant avec les écoles qu'elles ont un rôle supplémentaire qui est celui, il y a beaucoup d'enfants, même dans notre Drôme où il y a pourtant de la production tout autour, des enfants en fait qui n'ont pas forcément tout ce qu'il faut à manger à la maison. Alors, pas forcément en termes de quantité, mais en termes de qualité. Et là, je ne parle pas des gens qui cuisinent bien ou mal, mais voilà, je parle en termes de régime alimentaire. Et donc, du coup, j'ai appris que l'école, en fait, a ce rôle-là aussi. Enfin, en tout cas, la cantine de l'école, d'offrir un repas complet le midi, parce qu'en fait, on juge que ça peut être aussi le seul vrai repas complet de la journée. Et donc, de participer indirectement à améliorer ce repas complet de la demi-journée, oui, on participe à la précarité, enfin, à la diminution de la précarité autour de l'alimentation. Ouais. Sur la commande publique, il y a juste quelque chose qui est important, c'est de se dire que la commande publique, alors elle doit être dans certaines conditions, elle doit passer par des marchés publics.
Et donc, il est vrai que les gens commencent à s'en rendre compte qu'il y a une arme de construction massive autour des marchés publics, qui est la bonne écriture des marchés. Et donc, du coup, il est compliqué pour quelqu'un qui fait un marché, parce qu'il faut se rendre compte que les gens qui écrivent les marchés, la plupart du temps, font aussi des marchés pour le scotch, pour les jeux d'enfants dans les parcs, pour la barrière de l'escalier de la communauté de communes, de machin. Donc, et là, on lui demande de faire le marché pour l'alimentation. Donc ça veut dire que, ce que je veux dire, c'est que la personne, elle ne peut pas être compétente partout et qu'il faut accompagner ces gens et leur expliquer en fait. C'est-à-dire leur dire, faut faire du sourcing, c'est-à-dire que nous, voilà, nous on sait ce qu'il y a sur le territoire, donc on leur dit, bah non, nous, le steak surgelé, machin truc, en 20 grammes, machin truc, ça n'existe pas ici. Par contre, nous, on fait du steak surgelé en 100 grammes, enfin du steak tout court en 100 grammes. Donc du coup, si vous mettez dans votre marché des choses qui n'existent pas en local, bah nous, on ne pourra jamais voir le marché. Et du coup, les écoles derrière pourront, même si elles ont envie, pourront pas nous commander parce qu'elles sont engagées dans des marchés. Donc, par rapport à la commande publique, il y a vraiment un point de vigilance à avoir sur l'écriture des marchés.